Le téléphone a sonné dans la nuit interdite. Elle offrit ce qu'elle avait de plus sacré. Un milliardaire entendit sa proposition choquante. Mais le prix serait bien au-delà du lit. Quelle est votre hypothèse pour la fin de cette histoire? Écrivez dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Je suis certain, ce sera l'histoire la plus émouvante que vous entendrez. Le soleil levant caressait les gratte-ciel de l'avenue des Champs-Élysées lorsqu'Édouard Mercier franchit les portes automatiques de Tech France, le géant technologique qu'il avait bâti de toutes pièces. À 38 ans, il dirigeait un empire évalué à plusieurs milliards, mais son regard glacial et son expression impassible révélaient que quelque chose s'était brisé en lui depuis longtemps. Les employés le saluaient avec un mélange d'admiration et de crainte, tandis qu'il suivait le couloir au miroir jusqu'au dernier étage où une réunion du conseil l'attendait. « Bonjour, Édouard », dit Christine, son assistante depuis plus d'une décennie, la seule personne qui osait encore l'appeler par son prénom. « Les rapports trimestriels sont sur votre bureau et René a demandé de confirmer le dîner de ce soir. » Édouard acquiesça sans émotion. René Allard avait été son meilleur ami à l'université et était maintenant son bras droit dans l'entreprise, le seul en qui il avait encore confiance, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Confirmer et programmer une visioconférence avec les investisseurs de Singapour pour jeudi. Le bureau au dernier étage était une extension de sa personnalité, minimaliste, fonctionnel, imposant. La vue panoramique de Paris servait comme un rappel constant du pouvoir qu'il avait conquis. À travers la vitre blindée, Édouard observait la métropole comme un royaume personnel. Il avait tout, il commandait tout, sauf la paix qui lui échappait depuis 3 ans. Les images de cette nuit-là le tourmentaient encore. Le son du rire de Blanche, sa fiancée, venant de la chambre, la porte entr'ouverte. La scène qui avait détruit sa capacité à faire confiance, Blanche dans les bras de Vincent, son associé, son ami d'enfance. La double trahison qui n'avait pas seulement brisé son cœur, mais l'avait transformé en quelque chose de différent. « Vous allez bien, monsieur ?» Christine interrompit ses pensées, posant une tasse de café sur le bureau. « Je vais toujours bien, » répondit-il froidement. « S'il vous plaît, demandez à René d'avancer les contrats de la fusion. Je veux les réviser avant la réunion. » Tandis qu'il tapait sur son ordinateur, ses mains s'arrêtèrent sur le clavier en recevant une notification. Vincent Barrault venait d'être nommé PDG d'une start-up concurrente. Édouard sentit le goût amer de la bile. Après le scandale, il avait racheté la part de Vincent dans l'entreprise, mais n'avait jamais réussi à effacer complètement sa présence du marché. L'homme qu'il avait trahi devenait maintenant un concurrent direct. À 15 km de là, dans le quartier de Montmartre, la réalité était complètement différente. Dans un appartement modeste, Laure Dupont fixait l'email de la faculté de médecine, les larmes aux yeux. Sa bourse d'études avait été renouvelée, mais cela ne serait pas suffisant. À 24 ans, elle était en avant-dernière année, partageant son temps entre des stages non rémunérés et les soins pour sa sœur cadette. « Tu vas être en retard pour ton cours », dit Marine, sa colocataire, mettant un pain dans le grille-pain. « Et aujourd'hui, c'est le jour d'emmener Claire à la consultation, n'oublie pas. » Claire, âgée de seulement 15 ans, était le centre de la vie de Laure. La cadette souffrait depuis l'âge de 12 ans d'une maladie rare qui affectait son système immunitaire. Orphelines depuis leur jeune âge, les sœurs Dupont ne comptaient que l'une sur l'autre. Les parents étaient décédés dans un accident quand Laure avait 18 ans, la laissant responsable de sa sœur mineure. « Je n'oublierai pas », répondit Laure, fermant son ordinateur portable. « Mais je dois passer à l'hôpital avant. Le docteur Serge a appelé hier soir. » L'expression de Marine changea. « Il a trouvé quelque chose ?» Laure hésita. « Oui, un traitement expérimental dans un institut privé, mais ça coûte plus d'argent que je ne pourrais en réunir en 5 ans. » Le traitement était le seul espoir pour Claire, dont l'état se détériorait ces derniers mois. Laure avait épuisé toutes les possibilités. Emprunts, travaux supplémentaires, même la vente du seul bien de valeur qu'elle possédait, la voiture laissée par leurs parents. Rien n'était suffisant pour les 700 000 € nécessaires pour commencer le protocole thérapeutique. Cet après-midi-là, alors qu'elle attendait dans le couloir de l'hôpital Saint-Louis, Laure rencontra Florence, une ancienne camarade de MET, faculté qui travaillait maintenant comme secrétaire particulière d'un entrepreneur. « Tu sembles épuisée »,
commenta Florence, s'asseyant à côté d'elle dans la salle d'attente. « Je suis désespérée, Flo. J'ai besoin d'argent pour le traitement. » De Claire et je ne sais plus quoi faire. Florence regarda autour d'elle, baissa la voix et sortit une carte de visite de son sac. « Je ne devrais pas te dire ça, mais je connais quelques filles qui ont obtenu de l'argent rapidement auprès d'hommes puissants. Ce n'est rien d'illégal, tu comprends? Ce sont des arrangements discrets. » Laure sentit son estomac se retourner. « Tu suggères que Je suggère que tu considères toutes les options, interrompit Florence. Cet homme, elle pointa la carte, est le propriétaire de l'entreprise où je travaille. Édouard Mercier. Il est réservé, riche et, d'après ce que je sais, ne s'implique émotionnellement avec personne depuis qu'il a rompu ses fiançailles. Quelques filles de l'agence ont déjà, tu sais, et il est généreux. Laure rendit la carte comme si elle brûlait ses doigts. Je ne peux pas. Pense à ta sœur, insista Florence. Tu as dit toi-même que le temps est compté. Ce soir-là, après avoir mis Claire au lit, Laure pleura silencieusement sur le canapé du salon. La carte de visite, qui avait fini par rester dans son sac, semblait peser 1 tonne. L'idée était révoltante, mais l'image de Claire s'affaiblissant chaque jour était encore plus insupportable. Après des heures d'agonie, elle prit le téléphone. Dans le penthouse des Champs-Élysées, Édouard analysait des documents quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. Normalement, il l'aurait ignoré, mais quelque chose le fit répondre. Édouard Mercier. De l'autre côté, une voix féminine hésitante. « Monsieur Mercier, je m'appelle Laure Dupont. Florence de votre entreprise m'a donné votre contact. Je voudrais vous parler d'un sujet personnel. » Il faillit raccrocher. Il avait déjà vécu cela auparavant, des femmes intéressées par son argent. Mais quelque chose dans sa voix, un mélange de désespoir et de détermination, le retint. « Demain, restaurant Le Bristol, 20h. » Et il raccrocha sans attendre de réponse. Ce qu'Édouard ne pouvait pas imaginer, c'est que cet appel changerait à jamais le cours de sa vie, et que la femme à l'autre bout de la ligne portait un poids aussi lourd que le sien, bien que de nature complètement différente. Le Bristol était l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris, fréquenté par l'élite financière et les célébrités. Laure n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit. Vêtue de l'unique robe noire qu'elle possédait, achetée en solde il y a 2 ans, elle se sentit déplacée parmi les femmes élégantes et les hommes en costume italien. Son cœur battait si fort qu'il en faisait mal, tandis que le maître d'hôtel la conduisait à une table réservée dans le coin le plus discret de la salle. Édouard était déjà là, imposant dans son costume sombre sur mesure. Ses yeux brun foncé examinèrent Laure avec un mélange d'indifférence et de curiosité clinique. Il ne se leva pas quand elle s'approcha, se contentant d'indiquer la chaise en face de lui d'un geste subtil. « Monsieur Mercier, merci de me recevoir », commença Laure, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. « Allons droit au but, mademoiselle Dupont. Quel genre de proposition avez-vous pour moi ?» La froideur dans sa voix était calculée, résultat d'années à éloigner les gens de son cercle intime. Laure déglutit. Les mots qu'elle avait répétés tout l'après-midi semblaient s'être évaporés. Comment expliquer à un inconnu qu'elle était là pour offrir la seule chose qu'elle n'aurait jamais pensé négocier? Elle hésita, regardant ses propres mains. « Ma sœur est malade, très malade. Elle a le syndrome de Goldman-Merrick. » Édouard fronça les sourcils. Il connaissait cette maladie, une condition auto-immune rare qui attaquait progressivement le système nerveux central. Sa propre mère finançait des recherches sur les maladies rares à travers sa fondation. « Et en quoi cela me concerne-t-il » ? « Il existe un traitement expérimental, » continua Laure, le regardant maintenant directement, dans les yeux. « À l'Institut Gamma, ici à Paris. C'est le seul espoir pour elle, mais ça coûte 700 000 € pour commencer le protocole. »« Je comprends, » répondit Édouard, prenant une gorgée de vin. « Et vous cherchez un sponsor. Pourquoi moi ?» Laure sentit son visage brûler. C'était maintenant. Il n'y avait pas moyen d'adoucir ce qu'elle était sur le point de dire. « Parce que je suis prête à offrir quelque chose en échange. » Sa voix sortit plus ferme qu'elle ne l'espérait. « Florence m'a dit que vous préférez des relations sans complications émotionnelles, discrètes. » Un silence pesant tomba sur la table. Édouard observa la jeune femme en face de lui, remarquant pour la première fois les détails. Les yeux verts intenses, les cheveux châtains naturels attachés en un chignon simple, la posture droite malgré la nervosité évidente. Ce n'était
pas le type de femme qu'il abordait habituellement. « Savez-vous qui je suis » demanda-t-il finalement. « Je sais que vous êtes l'un des hommes les plus riches du pays, propriétaire de Tech France, et que vous ne vous impliquez sérieusement avec personne. Depuis des années. » Édouard esquissa un sourire sans humour. « Et vous pensez que vous valez 700 000 €? La question, délibérément cruelle, fit pâlir Laure, mais elle ne recula pas. « Je pense que la vie de ma sœur vaut n'importe quel sacrifice, » répondit-elle avec dignité. « Et je ne viens pas proposer une nuit, je viens proposer un accord. » Cela capta son attention. Édouard posa ses coudes sur la table, s'inclinant légèrement vers l'avant. « Quel genre d'accord ?»« 6 mois, » dit Laure, se surprenant elle-même par la proposition qu'elle venait de formuler. « Disponibilité exclusive pendant 6 mois, discrétion absolue, aucune implication émotionnelle, seulement de la compagnie quand vous le souhaitez. » Édouard étudia la proposition avec la même froideur avec laquelle il analysait des contrats de plusieurs millions. La fille était belle, certainement, mais il y avait quelque chose de plus, une intégrité, une force intérieure qu'il rencontrait rarement. Et 6 mois signifiant du contrôle, quelque chose qu'il valorisait par-dessus tout. Pourquoi accepterais-je quelque chose comme ça, alors que je peux avoir qui je veux, sans aucun engagement? Parce que vous valorisez la discrétion et le contrôle, répondit Laure, le surprenant par sa perspicacité. Et parce que j'offre l'exclusivité et la garantie que cela se termine quand vous le voulez, sans drame, sans attente, sans complication. Quelque chose dans ses yeux, un mélange de désespoir et de détermination, fit ressentir à Édouard une émotion qu'il n'avait pas expérimentée depuis longtemps, le respect. « 1 000 € par jour, dit-il soudainement. Pendant 6 mois, totalisant 180 000. Le reste sera payé après le premier mois si je suis satisfait de notre accord. » Laure fit rapidement les calculs. Ce serait suffisant pour commencer le traitement de Claire. « J'accepte, » répondit-elle, tendant la main. Édouard regarda sa main mais ne la toucha pas. Au lieu de cela, il appela le serveur et demanda l'addition. « Mon chauffeur vous ramènera chez vous ce soir. Demain, mon avocat vous contactera avec les termes par écrit. Lorsque vous signerez, vous recevrez le premier paiement. » Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans l'appartement luxueux de René Allard, une réunion secrète avait lieu. Vincent Barrault, l'ancien associé d'Édouard, sirotait lentement un whisky tandis que René tapait quelque chose sur son ordinateur. « C'est donc confirmé ?» demanda Vincent, avec un sourire malicieux aux lèvres. « Il ne soupçonne rien. »« Absolument. »« Rien, » répondit René, tournant l'écran de l'ordinateur portable pour que Vincent puisse voir. « La fusion avec Néotech est pratiquement conclue. Quand nous annoncerons que vous êtes le véritable propriétaire, Édouard perdra la moitié de la valeur marchande de Tech France. » Vincent rit satisfait. La vengeance était proche. 3 ans à planifier méticuleusement la ruine de l'homme qu'il avait expulsé de l'entreprise qu'il avait aidé à fonder. « Et Blanche ?» demanda René, faisant référence à l'ex-fiancée d'Édouard. « Elle est toujours disposée à collaborer. Bien sûr, son ambition a toujours été plus grande que tout sentiment, » répondit Vincent avec dédain. « Elle fera n'importe quoi pour l'argent que j'ai promis. » Ce que les deux traîtres ignoraient, c'est que leur conspiration rencontrerait bientôt un obstacle inattendu sous la forme d'une jeune étudiante en médecine qui venait d'entrer dans la vie d'Édouard Mercier. Le lendemain, Laure reçut la visite du docteur Antoine Mendez, avocat personnel d'Édouard. Le contrat était étonnamment simple. Prestation de services d'accompagnatrice pendant 6 mois, avec des clauses strictes de confidentialité et d'exclusivité. Avec lui venait un chèque pour l'Institut Gamma du montant exact du traitement de Claire. « Monsieur Mercier préfère que le paiement soit fait directement à l'Institut », expliqua l'avocat. « Ainsi, il n'y aura pas de questions sur l'origine, de l'argent. » Laure signa les papiers d'une main tremblante. C'était fait. Elle avait vendu 6 mois de sa vie, mais assuré une chance de survie pour sa sœur. Le même jour, elle emmena Claire à l'Institut Gamma. Tandis que l'adolescente passait les premiers examens, Laure sentit son téléphone vibrer. Un message d'Édouard. « Dîner, ce soir 20h, mon chauffeur vous prendra à 19h30. Court, direct, sans aucune cordialité. Exactement comme l'homme qui était maintenant son... Quoi? Mécène? Client? La réalité de ce qu'elle avait fait commençait à peser sur ses épaules.
Cette nuit-là, précisément à 19h30, une Mercedes noire s'arrêta devant l'immeuble de Laure. Le chauffeur, un homme d'âge moyen à l'apparence discrète, ouvrit la porte arrière sans poser de questions. À sa surprise, la voiture ne se dirigea pas vers un restaurant, mais suivit l'avenue jusqu'à un quartier résidentiel exclusif à Neuilly-sur-Seine. La demeure d'Édouard Mercier s'élevait imposante derrière de hauts murs. Minimaliste et moderne, elle ressemblait à une forteresse de verre et de béton isolée du reste du monde. Quand le portail électronique s'ouvrit, Laure sentit un frisson dans le ventre. C'était réel. Elle était sur le point de commencer un contrat avec un homme qu'elle connaissait à peine, selon ses propres termes. Édouard l'attendait dans le vaste salon, avec vue sur la ville illuminée. Il portait des vêtements décontractés, pantalons sombres et chemise boutonnée aux manches retroussées, qui d'une certaine façon le rendaient encore plus intimidant. Ponctuel. « J'aime ça », dit-il en guise de salutation, lui offrant un verre de vin. « Le traitement de Claire a commencé aujourd'hui », répondit Laure, acceptant le verre mais sans y toucher. « Je voulais vous remercier. »« Ne me remerciez pas, c'est un accord commercial », coupa Édouard froidement. « Venez, le dîner est servi sur la terrasse. » Tandis qu'elle le suivait à travers la maison impeccable, décorée d'œuvres d'art contemporain et pratiquement sans photos ou objets personnels, Laure se demandait ce qui avait transformé cet homme en quelqu'un d'aussi isolé émotionnellement. Et plus important, ce qu'il attendait exactement d'elle en cette première nuit du contrat le plus étrange qu'elle puisse imaginer. La terrasse de la maison offrait une vue panoramique de Paris. Des lumières scintillaient dans toute la ville, créant un tapis d'étoiles artificielles qui s'étendait jusqu'à l'horizon. La table était impeccablement dressée pour 2 personnes, avec une élégance discrète qui impressionna Laure. Un serveur privé servait les plats, tandis qu'Édouard maintenait un silence calculé. « Vous n'avez pas besoin d'être aussi tendu, » dit-il finalement, après avoir congédié le serveur. « Je ne vais pas vous dévorer. » Laure essaya de sourire, sans succès. « Désolé, c'est que tout cela est nouveau pour moi. »« J'imagine bien, » répondit Édouard, l'observant avec intensité. « Établissons quelques règles pour faciliter les choses. Premièrement, quand vous êtes avec moi, vous êtes ma compagne. Pas une employée, pas une... Vous comprenez ? » « Je comprends, » acquiesça Laure. « Deuxièmement, discrétion absolue. Rien de ce qui se passe entre ces murs ne doit être commenté avec qui que ce soit. Rien sur moi, mes affaires ou ma vie personnelle. » Elle acquiesça à nouveau. « Troisièmement, exclusivité. Pendant ces 6 mois, vous ne vous impliquez avec personne d'autre, et j'attends une sincérité absolue. »« C'est juste, » répondit Laure, trouvant le courage de demander. « Et vous, serez-vous également exclusif ?» Édouard sourit du coin de la bouche, un geste qui n'atteignit pas ses yeux. Ce n'était pas dans le contrat, mais oui, tant que notre accord durera, je serai exclusif. Un silence s'installa entre eux, rempli seulement par le son distant de la ville. Laure toucha à la nourriture sans vraiment manger, sentant le poids du regard de l'homme sur elle. « Vous avez des questions, » affirma Édouard, non comme une question, mais comme une constatation. « Oui, » admit-elle, prenant courage. « Pourquoi quelqu'un comme vous a besoin d'un accord comme celui-ci? Vous pourriez avoir n'importe quelle femme. » Édouard posa sa fourchette, s'inclinant dans sa chaise. « Exactement pour cette raison. Je ne veux pas n'importe quelle femme. Je veux quelqu'un qui comprenne que ceci est une affaire, sans fantasmes romantiques, sans attentes émotionnelles, sans complications. Quelqu'un vous a beaucoup blessé, » risqua Laure, percevant immédiatement son erreur quand elle vit le visage de l'homme se durcir. « Je ne paie pas pour des analyses psychologiques, » coupa-t-il sèchement. « À votre tour, pourquoi une brillante étudiante en médecine recourt à cela au lieu de chercher d'autres alternatives? » La question l'a surpris. « Comment savez-vous que je suis étudiante en médecine? » J'ai fait mes recherches avant d'accepter. L'accord. Laure Dupont, 24 ans, orpheline, responsable de sa sœur mineure depuis ses 18 ans, boursière intégrale à la faculté de médecine de Paris avec des notes exceptionnelles, stagiaire volontaire à l'hôpital Saint-Louis, jamais impliquée dans des scandales ou des problèmes, un casier vierge et une vie dédiée aux études et à sa sœur. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi quelqu'un avec votre potentiel a choisi cette voie. Laure se sentit exposée, vulnérable. J'ai déjà essayé tous les chemins respectables, emprunts, fondations de soutien, programmes gouvernementaux. Rien n'a fonctionné.
Le temps est compté pour Claire. Édouard acquiesça satisfait de l'honnêteté. Une dernière règle, ne me mentez jamais. Je déteste les mensonges plus que toute autre chose. Les semaines suivantes établirent une routine étrange. Édouard requérait la présence de Laure 2 ou 3 fois par semaine, généralement pour des dîners dans sa demeure ou dans des restaurants exclusifs. À sa surprise, il ne montra pas d'intérêt physique immédiat, se contentant de sa compagnie et de conversations qui graduellement devenaient moins tendues. Laure découvrit qu'Édouard était un homme cultivé, avec de vastes connaissances en littérature, arts et sciences. Leurs discussions sur la médecine, en particulier, étaient stimulantes. Il suivait les recherches les plus récentes et avait des opinions bien fondées sur les avancées dans le domaine. Un soir particulièrement agréable, après un concert à la salle Pleyel, Édouard l'a surpris avec une question personnelle. « Comment va votre sœur ?» Laure sourit, véritablement touchée par l'intérêt. Le traitement montre des résultats. Les marqueurs sanguins se sont améliorés et elle a plus d'énergie. Les médecins sont optimistes. « Bien, » répondit-il simplement, mais quelque chose dans ses yeux s'était adouci. En une autre occasion, durant un dîner au dernier étage de la tour Montparnasse, Édouard reçut un appel qui le laissa visiblement perturbé. Après avoir raccroché, il resta silencieux pendant de longues minutes. « Un problème ?» risqua Laure. « Je fais face à une situation compliquée dans l'entreprise, » répondit-il, la surprenant par cette confidence. « Il y a des indices que des informations stratégiques fuient vers la concurrence. »« Vous soupçonnez quelqu'un, Édouard ?» Hésita comme s'il réfléchissait à ce qu'il pouvait révéler. « Je préfère ne soupçonner personne, mais je sais que quelqu'un de proche me trahit, encore. » Le dernier mot s'échappa comme un murmure amer. Laure comprit qu'elle avait touché une blessure profonde. « Encore ?» demanda-t-elle doucement. Édouard fixa son regard sur la ville illuminée. « Il y a 3 ans, j'ai découvert que ma fiancée et mon meilleur ami, qui était aussi mon associé, me trahissaient. Pas seulement émotionnellement, mais aussi dans les affaires, il planifiant de m'écarter de l'entreprise que j'avais construite. C'était la première fois qu'il parlait de son passé. Laure resta silencieuse, lui permettant de continuer s'il le souhaitait. Le pire n'était pas de perdre Blanche, poursuivit-il, se surprenant lui-même par cette révélation. C'était de découvrir que Vincent, quelqu'un que je considérais comme un frère, était prêt à me détruire par ambition. « Je suis désolé, » dit Laure, résistant à l'impulsion de toucher sa main. « Ne le soyez pas. C'était une leçon précieuse. Faire confiance est un luxe que je ne peux pas me permettre. » Cette nuit marqua un changement subtil dans leur relation. Édouard commença à partager davantage sur sa vie professionnelle, parfois même demandant l'opinion de Laure sur des situations complexes. Elle, à son tour, parlait de Claire, de ses études et de ses rêves de se spécialiser dans les maladies rares. Par une nuit pluvieuse, 2 mois après le début de l'accord, Édouard l'invita à rester dans la demeure. La tempête avait fait tomber des arbres dans la ville, rendant le trajet jusqu'à l'appartement de Laure dangereux. « Nous avons suffisamment de chambres, » dit-il naturellement. « Richard peut vous ramener chez vous demain matin. » Ce fut la première fois que Laure dormit dans la demeure. La chambre d'invité était plus grande que tout son appartement, avec une vue impressionnante de la ville même, sous la pluie torrentielle. Le matin, elle trouva Édouard dans la cuisine, préparant du café. « Vous faites votre propre café ?» demanda-t-elle, surprise de voir le puissant homme d'affaires réalisant une tâche si banale. « Certaines choses, je préfère les faire seul, » répondit-il, lui tendant une tasse. « Comment va Claire ? Mieux chaque jour. » Les médecins sont impressionnés par sa réponse au traitement. Édouard acquiesça, satisfait. « J'ai une proposition. La Fondation Mercier organise un bal de bienfaisance pour des recherches sur les maladies rares. J'aimerais que vous m'accompagniez. » Laure faillit s'étouffer avec son café. « Un événement public ? Je pensais que notre accord était discret. Et il le restera. Vous serez présentée comme ma compagne, rien de plus. Beaucoup d'exécutifs amènent des accompagnatrices à ces événements. Le bal de la Fondation Mercier était l'un des événements les plus prestigieux du calendrier social parisien. Organisé au palais de l'Élysée, il réunissait l'élite entrepreneuriale et politique du pays. Pour l'occasion, Édouard envoya un styliste à Laure qui put choisir parmi diverses robes de haute couture. Elle opta pour un modèle vert émeraude, élégant sans être ostentatoire. Quand Édouard la vit prête,
Ses yeux s'attardèrent sur elle d'une façon qui fit accélérer son cœur. « Vous êtes parfaite, dit-il, lui offrant son bras. Le bal fut un tourbillon de présentations, conversations sophistiquées et musique classique. Laure, initialement intimidée, découvrit rapidement que sa formation médicale lui donnait des sujets de conversation avec beaucoup des présents. Édouard observait à distance, étonnamment fier de la façon dont elle se comportait avec naturel, parmi des personnes si influentes. Ce fut durant une pause dans les présentations que Laure remarqua un homme observant Édouard avec intensité. Grand, les cheveux grisonnants aux tempes et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Qui est cet homme qui vous regarde ?» demanda-t-elle discrètement. Édouard suivit son regard et tout son corps se raidit. « Vincent Barrault, mon ancien associé. » L'homme qui... Oui, coupa Édouard, la voix tendue. Je ne sais pas ce qu'il fait ici, mais je suis sûr que ce n'est pas une coïncidence. Avant qu'il puisse s'éloigner, Vincent s'approcha, accompagné d'une femme éblouissante aux cheveux blonds. « Édouard, ça fait longtemps, » dit Vincent, avec une fausse cordialité. « Je ne m'attendais pas à te trouver si bien accompagné. »« Vincent, » répondit Édouard froidement, « je pensais que les événements de bienfaisance n'étaient pas ton style. »« Les gens changent, » sourit Vincent, se tournant vers Laure. « Et qui est cette charmante jeune femme ?» Laure Dupont se présenta-t-elle, sentant instantanément la tension entre les deux hommes. « Enchantée, mademoiselle Dupont, » répondit Vincent, lui baisant la main avec une galanterie exagérée. « Permettez-moi de vous présenter Blanche Rousseau. » Laure sentit l'impact du nom. Blanche, l'ex-fiancée. La femme blonde sourit avec malice, l'étudiant de haut en bas. « Édouard a toujours eu bon goût, » commenta Blanche d'une voix mielleuse. « Et il semble qu'il est aussi un type, jeune, impressionnable et disponible. » Édouard fit un pas, en avant, mais Laure toucha doucement son bras. « C'est un plaisir de vous connaître, » dit-elle avec un calme qui surprit tout le monde, y compris elle-même. « Si vous nous excusez, j'ai promis au docteur Édouard une danse. » Le conduisant vers la piste de danse, elle sentit la tension dans le corps de l'homme. « Respirez, » murmura-t-elle. « Ils veulent vous provoquer. »« Comment avez-vous su ?» demanda Édouard tandis que la musique les enveloppait. « Je suis doué pour lire les gens, » répondit Laure, « et ces deux-là sont transparents dans leurs ressentiments. » Pendant qu'ils dansaient, Laure remarqua Vincent chuchotant quelque chose, à l'oreille de René Allard, le supposé ami loyal d'Édouard. L'expression conspiratrice sur les visages des deux hommes alluma une alerte dans son esprit. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas. 3 mois s'étaient écoulés depuis le début de l'accord entre Édouard et Laure. Ce qui avait commencé comme une transaction froide et calculée se transformait graduellement en quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu. Édouard découvrit en Laure une compagne qui non seulement satisfaisait ses besoins d'accompagnatrice sociale, mais offrait aussi quelque chose qu'il avait oublié, une connexion authentique, sans agenda caché. Un dimanche après-midi, quelque chose d'inédit se produisit. Édouard invita Laure pour un tour en hélicoptère le long de la côte normande. Ils volèrent au-dessus des plages de Deauville jusqu'à Étretat, où ils atterrirent pour un déjeuner au bord de la mer. « Je ne vous ai jamais vu aussi détendu, » commenta Laure, l'observant pieds nus sur le sable, avec les manches de sa chemise retroussées et les premiers boutons ouverts. Édouard sourit, un geste qui se produisait maintenant plus fréquemment. « Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Cet endroit était spécial pour ma mère. » C'était rare qu'Édouard mentionne sa famille. Laure savait, par des recherches discrètes, que ses parents étaient repartis il y a de nombreuses années, le laissant seul aux commandes de l'empire qu'ils avaient reconstruit. Elle aimait la mer? Elle l'adorait. Elle disait que l'océan était la seule chose au monde assez grande pour faire comprendre aux humains leur véritable dimension. Il fit une pause, regardant l'horizon. Elle a créé la fondation avant de partir. C'était son héritage. Elle semble avoir été une femme incroyable, commenta doucement Laure. Elle l'était, acquiesça Édouard, se tournant vers elle avec une expression différente. Elle vous aurait aimé. Ces mots simples et directs firent vibrer quelque chose en Laure. C'était la première fois qu'Édouard suggérait qu'elle pourrait avoir une place dans sa vie au-delà du contrat. Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone d'Édouard. Il fronça les sourcils en vérifiant l'écran. « Je dois répondre, c'est René. » S'éloignant de quelques pas, Édouard conversa rapidement avec son bras droit. Quand il revint,
Son expression s'était à nouveau durcie. « Nous devons retourner. À Paris, il y a eu un problème avec la fusion Néotech. » Durant le vol de retour, Édouard resta taciturne, absorbé dans des pensées qui le perturbaient clairement. Ce n'est que lorsqu'ils atterrirent sur l'héliport de Tech France qu'il rompit le silence. « Je vais devoir travailler ce soir. Richard va vous ramener chez vous. »« Je pourrais aider d'une façon ou d'une autre ?» offrit Laure. Édouard hésita, comme s'il considérait la proposition. « Pas cette fois, mais merci d'avoir demandé. » Cette nuit-là, seul dans son appartement, Laure ne pouvait s'empêcher de penser à Édouard. Quelque chose avait changé entre eux, quelque chose qui allait au-delà du contrat signé. Quand son téléphone sonna à 23 heures, son cœur s'accéléra en voyant le nom de l'homme sur l'écran. « Laure ?» Désolé d'appeler si tard. Sa voix était différente, presque vulnérable. « Tout va bien, Édouard. Que se passe-t-il? Nous devons parler, c'est important. Puis-je envoyer Richard vous chercher ?» 30 minutes plus tard, Laure entrait dans la demeure de Neuilly-sur-Seine. Elle trouva Édouard dans le bureau, entouré de papiers éparpillés, et avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « J'ai découvert quelque chose, » dit-il sans préambule, « et j'ai besoin de votre opinion. » « Mon opinion? Sur les affaires? Sur les personnes. » Édouard lui tendit un dossier. « Lisez ceci. » À l'intérieur se trouvaient des copies d'emails, des rapports financiers et des transcriptions de conversations. Laure lut attentivement, son estomac se nouant à chaque page. Cela confirme que René transmet des informations confidentielles. À Vincent. Édouard acquiesça gravement. Pas seulement ça, il planifie une manœuvre pour m'écarter du contrôle de Tech France. La fusion avec Néotech est un piège. Vincent est le véritable propriétaire, caché derrière des sociétés fantômes. Mais pourquoi René ferait-il cela? N'est-il pas votre ami depuis des années? Argent, pouvoir. Édouard passa la main dans ses cheveux, un geste rare de frustration. Vincent lui a probablement offert une meilleure position, une participation, plus importante. L'histoire se répète. Laure sentit une vague d'indignation. Que ferez-vous? Annuler la fusion serait l'évidence, mais cela causerait un préjudice immédiat aux actions de l'entreprise. Je dois être plus intelligent. Vous devez découvrir jusqu'où va cette conspiration, suggéra Laure. Qui d'autre est impliqué? Édouard la regarda avec un nouveau respect. Exactement, et c'est là que vous pouvez m'aider. Moi? Vincent? Et Blanche vous ont vu au bal. Ils sont curieux à votre sujet. Nous pouvons utiliser cela. La proposition était audacieuse. Laure feindrait de l'intérêt à en savoir plus sur Édouard, se rapprochant de Blanche à travers des événements sociaux où les deux seraient présentes. L'objectif était de découvrir l'étendue du plan. Contre Édouard et qui d'autre était impliqué? C'est risqué, avertit Édouard. Ils sont dangereux à leur manière. Je le ferai, répondit Laure sans hésitation. Claire est presque rétablie grâce à vous. Je vous dois bien ça. Édouard tint son visage entre ses mains, un geste étonnamment intime. Vous ne me devez rien. Cela va au-delà de notre contrat. Si vous ne voulez pas vous impliquer, je comprends. Je veux aider, insista-t-elle. Faites-moi confiance. Le mot « confiance » flotta entre eux comme une promesse dangereuse. Édouard ne faisait confiance à personne depuis des années. Pourtant, il acquiesça lentement. Nous avons un nouvel accord, alors. La semaine suivante, Laure fréquenta un événement caritatif à l'hôpital américain de Paris où, comme prévu, Blanche Rousseau était présente. Utilisant les connaissances qu'Édouard lui avait fournies sur son ex-fiancé, Laure réussit à initier une conversation apparemment désinvolte sur l'art, l'un des rares intérêts authentiques de Blanche. Je n'aurais jamais imaginé trouver une Mercier dans un événement comme celui-ci, commenta Blanche avec malice, après avoir découvert que Laure accompagnait Édouard depuis des mois. Je ne suis pas une Mercier, corrigea Laure avec un sourire étudié. Je suis juste une compagnie temporaire. Nous le sommes toutes, rit Blanche, prenant une coupe de champagne. Édouard se lassera de vous comme il s'est lassé de moi. Il ne sait pas aimer, ma chère. Il sait seulement posséder. Je n'ai pas d'illusion, répondit Laure, feignant l'indifférence. C'est juste un accord mutuellement bénéfique. Quelque chose dans les yeux de Blanche brilla d'intérêt. C'est un accord. Fascinant. Édouard a toujours été si réservé sur ses relations. Les gens changent, commenta Laure, utilisant les mêmes mots que Vincent avait utilisés au bal. Cette conversation initiale ouvrit les portes à d'autres. Blanche, assoiffée d'informations sur son ex-fiancé,
commença à inviter Laure pour des déjeuners et des séances de shopping. À chaque rencontre, elle laissait échapper de petites informations sur Vincent et ses plans. Il devrait faire attention avec cette fusion, commenta Blanche un après-midi tandis qu'elle essayait une robe très coûteuse. Certaines affaires sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent. Édouard est très méticuleux, répondit Laure, feignant le désintérêt. Je doute qu'il signe quoi que ce soit sans vérifier chaque détail. Les détails peuvent être manipulés, ma chère, surtout quand ils viennent de personnes en qui on a confiance. Chaque information collectée était soigneusement transmise à Édouard, qui montait progressivement le puzzle de la conspiration. L'étau se resserrait autour de René, Vincent et, étonnamment, 2 membres du conseil de Tech France. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu se produisait entre Édouard et Laure. Les nuits qu'ils passaient ensemble, initialement à discuter, de l'enquête commençaient à se transformer en moments de véritable intimité. Pas seulement physique, mais émotionnelle. Édouard révélait des parties de lui-même qu'il avait gardées enfermées pendant des années, ses peurs, ses insécurités, ses rares joies. Une nuit pluvieuse, enlacé dans le grand lit d'Édouard, après avoir fait l'amour pour la première fois de façon véritablement connectée, il confessa « Je n'aurais jamais pensé être capable de ressentir cela à nouveau. »« Quoi ?» demanda Laure, traçant le contour du visage de l'homme avec ses doigts. Confiance, vulnérabilité. Il fit une pause, comme s'il cherchait le mot juste. Espoir. Laure sentit des larmes dans ses yeux. Ce qui avait commencé comme un accord, désespéré, s'était transformé en quelque chose qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. « Édouard, je dois vous dire quelque chose, » dit-elle, sentant le poids de la vérité qu'elle portait. « Qu'y a-t-il » ? « Notre contrat se termine dans 3 semaines. Claire est pratiquement rétablie. Que se passe-t-il après » Édouard resta silencieux un moment, sa respiration calme le seul son dans la chambre. « Que voulez-vous qu'il se passe » C'était la première fois qu'il lui demandait ce qu'elle voulait. C'était toujours lui qui avait déterminé les termes, les limites, les attentes. « Je veux rester, » répondit simplement Laure, « pas pour le contrat, pour nous. » Édouard l'embrassa profondément, une réponse plus éloquente que n'importe quelle. Moto, le moment de bonheur, cependant, serait bref. Le matin suivant, alors qu'Édouard était sous la douche, son téléphone sonna avec insistance. Laure vit le nom de Christine, l'assistante, sur l'écran et répondit, inquiète qu'il s'agisse d'une urgence. « Édouard, Dieu merci. Vous devez venir au bureau immédiatement. René a convoqué une réunion extraordinaire du conseil. Quelque chose à propos de la fusion. Christine, c'est Laure. Édouard est sous la douche. Je vais l'informer tout de suite. » Il y a un silence de l'autre côté. « Laure, vous êtes chez lui à cette heure ?» Le ton de surprise et quelque chose d'autre, alarme, dans la voix de Christine, laissa Laure inquiète. « Oui, je vais l'appeler. » Après avoir transmis le message, Édouard s'habilla rapidement, l'expression fermée. « Ils accélèrent le plan, dit-il, ajustant sa cravate. « Je dois y aller. Voulez-vous que je vienne avec vous ?» Édouard hésita. « Non, cela pourrait devenir compliqué. Je préfère que vous restiez ici en sécurité. » Avant de partir, il tint son visage entre ses mains, comme il l'avait fait des semaines auparavant. « Laure, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je veux que vous sachiez, vous avez tout changé. » Ces mots sonnaient étrangement comme un adieu. Laure sentit une oppression dans sa poitrine en le regardant partir. Ce qui aurait dû être le début de quelque chose de nouveau semblait soudainement menacé par des ombres du passé qui refusaient de disparaître. La journée qui avait commencé, avec des promesses d'un avenir, se transforma rapidement en cauchemar. Laure, incapable de rester inactive dans la demeure pendant qu'Édouard affrontait ses ennemis, décida de se rendre au siège de Tech France. Quelque chose dans son instinct lui disait que sa présence pourrait être nécessaire. En arrivant à l'imposant bâtiment de verre sur l'avenue des Champs-Élysées, elle trouva un scénario de chaos contrôlé. Les employés chuchotaient dans les couloirs et la tension était palpable. Christine, l'assistante d'Édouard, écarquilla les yeux en la voyant sortir de l'ascenseur. « Laure, que faites-vous ici ?»« Je dois parler à Édouard. Où est la réunion du conseil ?» Christine hésita, son regard révélant un conflit interne. Au 20e étage, salle de conférence principale. « Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'interrompre.
La situation est délicate. Que se passe-t-il exactement? L'assistante regarda autour d'elle avant de baisser la voix. René a présenté des documents alléguant qu'Édouard a détourné des fonds de l'entreprise pour des intérêts personnels. Il exige un éloignement temporaire pendant qu'un audit est mené. C'est absurde, s'exclama Laure. Je suis d'accord, mais les documents semblent convaincants. Signature, transfert, tout semble légitime. Laure sentit son sang se glacer. Le piège était plus élaboré qu'il ne l'avait imaginé. Je dois voir ces documents. Impossible, ils sont dans la salle du conseil. Alors emmenez-moi là-bas, insista Laure. S'il vous plaît, Christine, je sais que vous êtes loyale. Envers Édouard, il a besoin d'alliés maintenant. Quelque chose dans la détermination de Laure convainquit l'assistante. Ensemble, elles montèrent au 20e étage. À travers les parois de verre de la salle de conférence, Laure pouvait voir Édouard debout, affrontant un groupe d'exécutifs. Sa posture était ferme, mais il était clairement acculé. « Je ne peux pas vous laisser entrer », chuchota Christine. « Mais je peux essayer d'obtenir des copies des documents après la réunion. »« Merci, je vais attendre dans son bureau. » Pendant qu'elle attendait, Laure fouilla dans son esprit à la recherche d'indices. Quel type de documents pourrait incriminer Édouard de façon si convaincante? Et comment pourrait-il prouver qu'ils étaient falsifiés? La réponse vint de façon inattendue quand son téléphone sonna. C'était Blanche. « Laure, ma chère, avez-vous entendu les nouvelles? Votre bienfaiteur est sur le point de tomber. » La voix de Blanche débordait de satisfaction malicieuse. Laure contrôla sa colère, maintenant son rôle. « Quelle nouvelle? Oh, vous ne savez pas, Édouard est accusé d'avoir détourné des fonds de l'entreprise pour financer, disons, ses plaisirs personnels, y compris un traitement très coûteux à l'Institut Gamma, pour une certaine Claire Dupont, votre sœur, je présume. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Laure. Ils avaient déconnecté les points, la liant directement au prétendu détournement. « C'est ridicule, » répondit-elle, essayant de garder une voix ferme. « Édouard a fait un don légitime à travers la Fondation Mercier. Ce n'est pas ce que montrent les documents, ma chère. Le transfert est sorti directement des comptes corporatifs de Tech France. Et devinez quoi? Il y a un contrat très intéressant avec votre nom dessus. Un contrat qui spécifie des services rendus en échange de paiements réguliers. Cela sonne assez compromettant, n'est-ce pas? Laure se sentit nauséeuse. Ils avaient transformé son accord privé avec Édouard en une arme contre lui. Pourquoi? Me racontez-vous cela, Blanche? La femme rit, un son froid et calculateur. Parce que je vous aime bien, croyez-le ou non, et parce que j'ai une proposition. Vincent est disposé à retirer les accusations si vous témoignez contre Édouard. Confirmez qu'il vous a payé avec l'argent de l'entreprise en échange de faveurs personnelles. Un petit scandale, mais Édouard garde sa liberté. Sinon, le procureur de la République recevra une dénonciation formelle pour fraude corporative, détournement de ressources et exploitation sexuelle. J'imagine que votre carrière médicale se terminerait avant même de commencer. Et votre petite sœur? Eh bien, son traitement serait certainement interrompu lorsque l'argent sale serait retracé. L'ultimatum plana lourdement dans l'air. Laure ferma les yeux, sentant le poids de la décision impossible. Combien de temps ai-je pour décider? Jusqu'à la fin de la journée. Vincent est dans la salle à côté de la réunion du conseil, attendant votre réponse. Après avoir raccroché, Laure s'assit dans le fauteuil d'Édouard, le monde tournant autour d'elle. Trahir l'homme qu'elle aimait pour le sauver? Ou rester fidèle et assister à sa destruction? La porte du bureau s'ouvrit et Christine entra précipitamment tenant un dossier. « J'ai obtenu les documents, » dit-elle, les remettant à Laure. « C'est pire que ce que nous imaginions. » Laure examina les papiers, sa formation médicale d'attention aux détails servant maintenant à un autre but. Transfert bancaire, contrat, email, tout semblait parfaitement forgé pour créer un récit de corruption. « Cela n'a pas de sens, » murmura-t-elle, étudiant l'un des transferts. La date. Édouard était avec moi à Étretat ce jour-là. Il n'aurait pas pu autoriser cela. Et cet email supposément de lui contient une erreur de français qu'Édouard ne ferait jamais, ajouta Christine, pointant une ligne spécifique. Laure sentit une étincelle d'espoir. Nous avons besoin de plus de preuves. Quelque chose qui démasque ces falsifications une fois pour toutes. Il y a une personne qui peut nous aider, dit Christine après un moment de réflexion.
Richard, le chauffeur d'Édouard. Il tient un registre détaillé de tous les déplacements de son patron. Si nous pouvons prouver où Édouard était à chacune de ces dates, appelez-le maintenant. Richard arriva discrètement au bureau, apportant avec lui un petit carnet de notes. Le chauffeur fidèle expliqua que, pour des raisons de sécurité, il documentait méticuleusement tous les trajets d'Édouard, y compris qui l'accompagnait. « J'ai besoin de confirmation pour ces dates », dit Laure, lui montrant les documents suspects. Richard consulta son registre. « Le 17 avril, M. Mercier était à Étretat avec vous, mademoiselle. Le 23, il était à l'Institut Gamma toute l'après-midi, visitant des enfants atteints de maladies rares. Et le 30 avril, il était à Bruxelles pour une audience à la Commission européenne. À aucune de ces dates, il n'était au siège de Tech France. Non, madame, j'ai le registre kilométrique et les reçus de stationnement pour confirmer. C'était la preuve dont ils avaient besoin. Édouard n'aurait pas pu autoriser personnellement ces transferts aux dates indiquées. Nous devons apporter cela à la réunion du Conseil, déclara Laure, rassemblant les documents. Ils ne vous laisseront pas entrer, avertit Christine. Je n'ai pas besoin d'entrer. J'ai juste besoin qu'Édouard voie ses preuves. Dans le couloir du 20e étage, Laure rencontra la secrétaire du Conseil, une femme d'âge moyen à l'expression préoccupée. « Je dois remettre ces documents à M. Mercier. C'est urgent. » « Je suis désolé, mais la réunion ne peut pas être interrompue. C'est au sujet des accusations portées contre lui. J'ai des preuves qui peuvent l'innocenter. » La femme hésita, partagée entre le protocole et le sens de la justice. Finalement, elle acquiesça. « Je les lui donnerai lors de la prochaine pause. » Mais la pause n'arriva jamais. À travers les parois de verre, Laure vit la discussion s'intensifier. René gesticulait avec véhémence, tandis que d'autres membres du conseil semblaient divisés. Édouard restait debout, impassible, mais Laure pouvait voir la tension dans sa posture. Dans une impulsion désespérée, elle frappa à la porte vitrée. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Édouard fronça les sourcils, surpris et préoccupé par sa présence. « Je suis désolé, messieurs, » dit la secrétaire, essayant d'éloigner Laure. « Cette jeune femme s'en va déjà. » « Laissez-la entrer, » ordonna Édouard, sa voix coupant, l'air tendu de la salle. « Édouard, c'est hautement irrégulier, » protesta René. « Nous sommes au milieu d'une discussion sérieuse sur votre conduite. »« Une discussion basée sur des documents falsifiés, » rétorqua Laure, avançant vers la table. « J'ai des preuves. » Un murmure parcourut la salle, tandis qu'elle étalait les documents sur la table. Ces transferts supposément autorisés par Édouard. Impossible. Il était à Étretat à cette date, à Bruxelles à cette autre, et à l'Institut Gamma à la 3e. J'ai des témoins, des registres kilométriques, des reçus de stationnement et même des photos avec date et localisation. Qui le prouve? « Qui êtes-vous, enfin » demanda l'un des conseillers, un monsieur aux cheveux blancs. « Je m'appelle Laure Dupont. Je suis étudiante en médecine et... » « Elle est la prostituée particulière d'Édouard, » interrompit René, avec dédain. « La même pour qui il a détourné des fonds de l'entreprise afin de payer un traitement médical pour sa sœur. » Un silence glacial s'abattit sur la salle. Édouard fit un pas en avant, l'expression dangereusement contenue. « Faites attention à vos prochaines paroles, René. » Laure avala l'insulte, se concentrant sur ce qui importait. « Le traitement de ma sœur a été financé légitimement par la Fondation Mercier. Pas par Tech France. J'ai toute la documentation ici. » Elle remit un autre dossier au conseiller Lezy, plus proche. « Quant à ma relation avec Édouard, elle a commencé comme un accord privé, oui, mais elle s'est transformée en quelque chose qu'aucun de nous n'attendait. C'est émouvant, se moqua René, mais cela n'explique pas les transferts documentés ici. »« Transferts falsifiés, » corrigea Édouard, examinant les preuves que Laure avait apportées. « Et je crois savoir qui est derrière tout cela. » La porte de la salle s'ouvrit à nouveau, et Vincent Barrault entra comme s'il avait été invité. Son sourire confiant vacilla légèrement en voyant Laure et les documents éparpillés sur la table. « Vincent, » salua Édouard froidement. « Quelle coïncidence de te trouver ici, justement quand de fausses accusations contre moi sont discutées. »« Je suis venu à la demande de René, » répondit Vincent, reprenant contenance, « en tant que consultant externe. » « Ou en tant qu'architecte de cette farce, » rétorqua Édouard. « Messieurs du Conseil, je crois que nous sommes face à une conspiration délibérée pour m'écarter de la présidence de Tech France, et j'en ai aussi des preuves. »
D'un geste, Édouard demanda à Christine de remettre un autre ensemble de documents, des emails entre René et Vincent, des conversations enregistrées, des transferts bancaires vers des comptes offshore. Le plan était simple, m'écarter temporairement, pousser la fusion avec Néotech pendant mon absence, puis révéler que Vincent est le véritable propriétaire de l'entreprise. Quand je reviendrai, si je revenais, Tech France ne m'appartiendrait plus. Les conseillers examinaient les documents avec des expressions qui variaient du choc à l'indignation. René pâlit visiblement, tandis que Vincent maintenait un sourire tendu. « C'est absurde », tenta René. Édouard est désespéré, inventant des conspirations pour détourner l'attention de ses propres transgressions. « Transgression » Édouard fit un pas vers son ancien ami. « Comme la trahison, la déloyauté, tu as bien appris de Vincent, n'est-ce pas? L'histoire se répète. » La confrontation fut interrompue lorsque Blanche Rousseau fit irruption dans la salle, ses talons hauts résonnant sur le sol de marbre. « Vincent, que se passe-t-il? Pourquoi la fille est-elle ici? Elle devrait être... » Blanche s'arrêta brusquement, en réalisant que tous les regards étaient tournés vers elle, son visage rougi de honte et de colère. « Elle devrait être où, Blanche ?» demanda Édouard calmement. « Témoignant contre moi en échange de votre miséricorde? Ou peut-être détruisant sa propre réputation pour sauver la mienne ?» L'ex-fiancé d'Édouard regarda Vincent, qui maintenait une expression de pierre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les conséquences de cette confrontation dans la salle du conseil furent immédiates et cinglantes. René Allard fut démis de ses fonctions de directeur financier et une enquête interne fut ouverte pour examiner son implication avec Vincent Barrault. La fusion avec Néotech fut suspendue indéfiniment et la crédibilité de Vincent sur le marché subit un coup dévastateur lorsque la presse spécialisée rapporta la tentative de manipulation corporative. Édouard émergea plus fort de l'épisode. Le Conseil réaffirma sa confiance en son leadership et les actions de Tech France se rétablirent rapidement après l'annonce officielle que les accusations contre son fondateur étaient sans fondement. Mais les victoires professionnelles semblaient secondaires face à ce qui importait vraiment. Le lendemain de la confrontation, Édouard trouva Laure dans le jardin de sa demeure, contemplant le coucher de soleil sur Paris. « Tu as tout sauvé », dit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Mon entreprise, ma réputation, tout. » Laure sourit doucement. « Tu aurais fait la même chose pour moi. »« Oui, » acquiesça Édouard, prenant sa main. « Et cela m'effraie. Il y a 3 mois, je n'aurais rien risqué pour personne. » Un silence confortable s'établit entre eux, rempli seulement par le chant distant des oiseaux et le bruit étouffé de la ville en contrebas. « Notre contrat se termine la semaine prochaine, » observa Édouard. « Je sais. Je pense que nous devons renégocier les termes. » Laure sentit son cœur s'accélérer. « Quels termes suggères-tu »« Indéfinis, » répondit-il simplement, « sans clause de résiliation. » Elle se tourna pour le regarder, cherchant dans ses yeux la confirmation de ce que ces mots signifiaient. « Édouard Mercier, me demandes-tu de rester ?»« Définitivement. »« Je te demande plus que cela, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Je te demande de construire quelque chose ensemble, quelque chose de réel, Laure, sans contrat, sans accord formel, juste nous. » Les larmes que Laure retenait débordèrent finalement. « J'avais tellement peur que quand tout cela serait terminé, tu ne voudrais plus de moi. » « J'avais peur de vouloir trop, » confessa Édouard, « d'avoir besoin de toi plus que tu n'avais. » Besoin de moi. Cette nuit-là, sous les étoiles de Paris, ils scellèrent un nouvel engagement. Pas sur le papier, mais dans le cœur. Dans les semaines qui suivirent, la vie prit un nouveau rythme. Claire, maintenant en pleine récupération, fut présentée officiellement à Édouard. L'adolescente, initialement prudente avec l'homme qui avait conquis sa sœur, fut rapidement charmée par son intelligence et sa manière étonnamment gentille, derrière la façade austère. « Il n'est pas du tout comme je l'imaginais », confia Claire alors, après qu'Édouard les eut emmenés à une exposition de sciences interactives à la Cité des Sciences. « Je pensais qu'il serait un de ces milliardaires arrogants des films. Il a des couches, » sourit Laure. « Beaucoup de couches. » La récupération de Claire progressa si bien que les médecins autorisèrent son retour à l'école. Laure, avec le soutien d'Édouard, reprit ses études de médecine à temps plein, déterminée à terminer sa spécialisation en maladies rares.
Quant à Édouard, l'épisode avec René et Vincent l'avait profondément transformé. Bien qu'il soit toujours le leader implacable de Tech France, quelque chose dans son approche avait changé. Il lança un programme de bien-être pour les employés, étendit le congé maternité de l'entreprise et amplifia significativement le financement de la Fondation Mercier pour les recherches médicales. Je n'aurais jamais imaginé te voir défendre des causes sociales. Commente alors après une conférence de presse où Édouard annonça un partenariat avec des universités publiques pour le développement de technologies d'assistance. « J'ai appris de toi », répondit-il simplement. Avoir au-delà de l'immédiat, du tangible. Leur relation, née de circonstances si inhabituelles, s'épanouit sous le regard attentif de la société parisienne. Initialement, il y eut des spéculations malveillantes sur l'étudiante qui a conquis le milliardaire, mais la discrétion et la dignité avec lesquelles Laure se comportait firent taire même les critiques les plus acharnées. Un dimanche matin, alors qu'il prenait un café sur la terrasse, Édouard surprit Laure avec une invitation inattendue. « Et si nous découvrions Saint-Tropez? La ville côtière, j'ai toujours voulu y aller. »« J'ai pensé à plus qu'une visite, » expliqua Édouard. « J'envisage d'acheter une propriété là-bas, un endroit pour nous échapper de la ville quand nous en aurons besoin. » L'idée d'un refuge commun, un espace qui serait le leur, réchauffa le cœur de Laure. 2 semaines plus tard, ils volèrent en hélicoptère jusqu'à la charmante ville côtière entre Marseille et Nice. La propriété qu'Édouard envisageait était une maison au bord de la mer, avec vue sur les îles de la baie de Saint-Tropez. Construite en style méditerranéen mais complètement rénovée, elle combinait le charme historique avec le confort moderne. « Elle est parfaite », déclara Laure, enchantée par la lumière dorée qui baignait la terrasse en bois. « Pas encore », répondit Édouard mystérieusement. « Il manque quelque chose. » Ce soir-là, après un dîner aux chandelles dans un restaurant du centre historique de Saint-Tropez, Édouard l'emmena pour une promenade dans les rues pavées. La ville, illuminée par des lanternes anciennes, semblait sortie d'un conte de fées. Ils s'arrêtèrent devant la chapelle de Saint-Tropez, la plus ancienne de la ville, sa façade blanche se détachant contre le ciel étoilé. « Savais-tu que cette chapelle a plus de 300 ans ?» Mais commenta Édouard. « Elle a survécu à des guerres, des épidémies, des changements de gouvernement. J'ai toujours été fasciné par la façon dont certaines choses perdurent, malgré tout. Comme l'amour véritable, répondit Laure, serrant sa main. Exactement. » À sa surprise, Édouard s'agenouilla sur le pavage de pierre. Dans ses mains, une petite boîte de velours bleu. « Laure Dupont, tu es entrée dans ma vie comme un accord commercial. Qu'un contrat à durée déterminée et aux termes spécifiques. Mais cela s'est transformé en la chose la plus précieuse et indéfinissable que j'ai jamais expérimentée. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague de saphir entourée de petits diamants. « Acceptes-tu un nouvel accord? Cette fois pour toute la vie. » Les larmes brouillèrent la vision de Laure tandis qu'elle acquiesçait, incapable de parler. Les mots vinrent finalement chargés d'émotion. « Oui, 1000 fois oui. » La bague glissa parfaitement à son doigt, comme si elle y avait toujours appartenu. Tandis qu'ils s'enlaçaient sous le ciel étoilé de Saint-Tropez, Laure pensa à l'incroyable voyage qui les avait amenés jusqu'à ce moment, du désespoir le plus profond au bonheur le plus complet. La nouvelle des fiançailles entre le milliardaire Édouard Mercier et l'étudiante en médecine Laure Dupont fit la une des colonnes sociales. La date du mariage fut fixée à 6 mois plus tard, temps suffisant pour que Claire soit complètement rétablie et que Laure termine son semestre à la faculté. Les préparatifs pour la cérémonie révélèrent un côté d'Édouard que peu connaissaient, un perfectionniste romantique qui s'impliquait dans chaque détail, de la sélection de la palette de couleurs au choix des musiciens. « Je n'aurais jamais imaginé que tu serais si méticuleux pour un mariage. » Commente alors après une réunion particulièrement longue avec l'organisateur de l'événement. « C'est notre jour, répondit-il simplement. Je veux qu'il soit parfait. » La vie, cependant, suit rarement le scénario prévu. 3 mois avant le mariage, Laure commença à se sentir étrangement indisposée. Nausées matinales, sensibilité inhabituelle, fatigue persistante. En tant qu'étudiante en médecine, elle reconnut les signes, mais hésita à y croire. Un test discret confirma ses soupçons. Elle était enceinte. La nouvelle la remplit d'une joie indescriptible, mais aussi d'anxiété. Comment Édouard réagirait-il? Il n'avait jamais discuté d'enfant,
malgré son évidente affection pour Claire. Ce soir-là, elle prépara un dîner spécial dans la demeure. Quand Édouard arriva, il trouva la salle à manger illuminée par des bougies, avec la table dressée pour une célébration intime. « Que célébrons-nous » demanda-t-il, l'embrassant doucement. « Une surprise » répondit Laure, le conduisant à la table. À côté de son assiette, il y avait une petite boîte enveloppée de papier bleu. « Pour moi, ouvre !» Dans la boîte, Édouard trouva une paire minuscule de chaussons en crochet blanc. Il regarda Laure, la compréhension s'installant lentement sur son visage. « Tu es ?» Elle acquiesça, les larmes brouillant à nouveau sa vision. « Nous attendons un bébé. » Édouard resta silencieux pendant un moment, qui sembla éternel. Puis, à l'étonnement de Laure, elle vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé voir, des larmes dans les yeux de cet homme, toujours si contrôlé. « Un enfant », murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Notre enfant. » Il se leva et l'enlaça avec une intensité qui exprimait tout ce que les mots ne pouvaient contenir. Gratitude, amour, espoir. L'homme qui avait autrefois déclaré que la confiance était un luxe qu'il ne pouvait se permettre, s'abandonnait maintenant complètement à l'avenir incertain et merveilleux qui s'ouvrait devant eux. Le mariage fut avancé, une cérémonie intime réalisée dans la maison de Saint-Tropez, avec seulement la famille et des amis proches. Claire, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur, conduisit sa sœur le long du chemin de pétales blancs jusqu'à l'autel improvisé sur la plage. Le ventre de 3 mois de Laure, encore discret sous sa robe en dentelle, portait la promesse d'une nouvelle vie, une vie conçue non par contrat ou calcul, mais par l'amour qui avait fleuri dans les circonstances les plus improbables. Tandis qu'ils échangeaient leurs vœux sous le coucher de soleil doré de Saint-Tropez, Édouard et Laure scellaient plus qu'un mariage. Ils célébraient l'extraordinaire voyage qui les avait amenés jusque-là, des ombres les plus denses à la lumière la plus brillante, de l'isolement à la connexion, de la méfiance à la foi absolue, du contrat à l'amour véritable et inébranlable. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce mariage au bord de la mer à Saint-Tropez. La maison qui n'avait été qu'un refuge occasionnel était devenue le centre de la vie de la famille Mercier-Dupont. Édouard, surprenant le marché et lui-même, avait décidé de s'éloigner progressivement de la présidence exécutive de Tech France, ne restant que président du conseil. La décision impensable des années auparavant reflétait ses nouvelles priorités. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où Édouard Mercier choisirait la famille plutôt que les affaires, commenta un chroniqueur économique dans un profil sur l'homme d'affaires. La famille qu'il avait choisie s'était agrandie au-delà des attentes. Ce qui devait être un bébé s'avéra être 2, des jumeaux identiques, Pierre et Michel, nés par une nuit d'été qu'Édouard décrivait comme « le moment où j'ai vraiment compris le sens de la vie ». 3 ans plus tard, la famille s'est complétée avec l'arrivée de Sophie, une petite fille aux yeux verts intenses, comme ceux de sa mère, et à la détermination farouche de son père. Claire, maintenant une jeune adulte étudiant la biomédecine, à la même université où Laure avait obtenu son diplôme, était une présence constante dans la vie de ses neveux et nièces. Totalement rétablie de la maladie qui avait failli l'emporter, elle se consacrait à des recherches sur des thérapies innovantes pour des conditions similaires à celles qu'elle avait affrontées. En ce dimanche matin ensoleillé, la famille était réunie sur la vaste terrasse de la maison de Saint-Tropez. Les enfants jouaient dans le jardin sous le regard attentif de Claire, tandis qu'Édouard et Laure profitaient d'un rare moment de tranquillité. « 5 ans, commenta Édouard, observant les enfants. Parfois je me demande encore si je mérite tout cela. Laure sourit, serrant sa main. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question d'embrasser ce que la vie nous offre. La sagesse de sa femme l'impressionnait toujours. Laure n'était pas seulement l'épouse qui l'avait ramenée à la vie émotionnelle, mais aussi une professionnelle respectée. Après avoir terminé sa spécialisation en maladies rares, elle avait fondé un département dédié au sujet à l'Institut Gamma, le même qui avait sauvé Claire des années auparavant. Son travail avait déjà aidé des dizaines de familles qui, comme elle dans le passé, luttaient contre le temps et le manque de ressources. En parlant d'embrasser la vie, dit Édouard, j'ai reçu un appel intéressant hier. De qui? Crois-le, au nom de Vincent Barrault. Laure haussa les sourcils, surprise.
Après le scandale à Tech France, Vincent avait disparu des radars. Des rumeurs disaient qu'il s'était installé au Portugal. Que voulait-il? Demander pardon, apparemment. Édouard secoua la tête, digérant encore la conversation. Il a dit qu'il avait vécu une transformation personnelle après un événement qui a failli l'emporter. Il est de retour en France et veut nettoyer sa conscience. Tu le crois? Édouard réfléchit un moment, observant les enfants jouer. Je ne sais pas, peut-être. Les gens peuvent changer, j'ai changé. Tu n'as pas eu besoin de changer, corrigea doucement Laure. Tu as simplement permis à ton vrai moi d'émerger. Il sourit, reconnaissant la vérité dans les paroles de sa femme. L'Édouard froid et calculateur des temps antérieurs à Laure n'était pas son essence, mais une armure construite après des traumatismes profonds. Quoi qu'il en soit, j'ai accepté de le rencontrer la prochaine fois que nous serons à Paris. Tu en es sûr? La rancœur est un fardeau trop lourd à porter pour le reste de la vie, répondit Édouard, se surprenant lui-même par cette conclusion. S'il cherche vraiment la rédemption, qui suis-je pour lui refuser cette chance? La conversation fut interrompue quand Pierre et Michel coururent vers eux, montrant un petit crabe qu'ils avaient trouvé sur la plage. Le naturel avec lequel Édouard entra dans la conversation animée des jumeaux, montrant un intérêt authentique pour leur découverte, était un témoignage silencieux de combien il avait grandi en tant qu'être humain. La semaine suivante, la famille retourna à Paris pour l'événement annuel de la Fondation Mercier. Ce qui avait commencé comme une initiative modeste de la mère d'Édouard s'était transformé en l'une des plus grandes organisations philanthropiques du pays, dédiée non seulement à la recherche médicale, mais aussi à des programmes éducatifs pour les communautés défavorisées. Le grand salon de l'hôtel de Crillon était rempli de personnalités influentes. Entrepreneurs, politiciens, artistes, tous réunis en soutien à la cause. Laure, élégante dans une robe bleu marine, circulait parmi les invités avec l'aisance de quelqu'un né dans ce milieu, bien qu'elle n'ait jamais perdu l'authenticité qui la caractérisait. « Docteur Mercier », appela une voix familière, « votre travail à l'Institut Gamma est simplement révolutionnaire. » Laure se retourna et trouva Blanche Rousseau. Les années avaient été clémentes avec l'ex-fiancée d'Édouard, toujours belle, mais avec une sobriété qu'elle ne possédait pas avant. Le choc initial de la voir là céda la place à la curiosité à Blanche. « Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. »« J'imagine que non, » répondit Blanche avec un sourire hésitant. « Je suis probablement la dernière personne que vous souhaiteriez voir à cet événement. En fait, je suis juste surprise. Je pensais que vous viviez à l'étranger. » C'était le cas. Paris pendant 3 ans. Je suis revenu il y a quelques mois pour prendre soin de ma mère. Blanche fit une pause, visiblement mal à l'aise. « Alors, je sais que je n'ai pas le droit de demander cela, mais j'aimerais parler en privé. Juste quelques minutes. » La sollicitation inattendue intrigua Laure. Après un moment de réflexion, elle acquiesça. « D'accord, nous pouvons aller au jardin. » Le jardin suspendu de l'hôtel offrait un refuge tranquille du brouhaha de la fête. Les deux femmes, qui des années auparavant avaient été presque ennemies, s'assirent côte à côte, contemplant la vue panoramique de la ville. « Je suis venu m'excuser, » commença Blanche sans détour. « Pour ce que je vous ai fait, pour les menaces, la manipulation, pour tout. » Laure étudia le visage de la femme, cherchant des signes de fausseté, mais ne trouva qu'un repentir authentique. « Pourquoi maintenant, après toutes ces années, Blanche ?» soupira profondément. « Parce que j'ai enfin compris le mal que j'ai causé, pas seulement à vous et Édouard, mais à moi-même. » Elle fit une pause, rassemblant son courage. « J'étais prise dans un cycle toxique avec Vincent. Il me manipulait, me faisait croire que je ne valais rien sans lui, que j'avais besoin de la vengeance contre Édouard pour me sentir complète. Et qu'est-ce qui a changé? Tout. » Blanche sourit tristement. « Paris a été mon nouveau départ. Loin de Vincent, loin des cercles sociaux toxiques, j'ai trouvé un but différent. J'ai commencé à travailler en art-thérapie pour des femmes victimes de relations abusives. J'ai découvert que je pouvais utiliser ma propre expérience pour aider d'autres. » Laure ressentit une vague inattendue d'empathie. « C'est admirable. »« Blanche, je ne cherche pas l'admiration, » répondit-elle honnêtement, « seulement la paix. Et je ne peux pas avoir la paix en sachant combien j'ai essayé de vous nuire, à vous et votre famille. » Elle hésita avant de continuer. « J'ai vu les photos de vos enfants dans les magazines. Ils sont magnifiques.
Vous et Édouard avez construit quelque chose de précieux ensemble. Merci, répondit Laure, véritablement touchée par la sincérité dans la voix de l'autre femme. Je sais que c'est peut-être trop demandé, mais pensez-vous qu'un jour vous pourrez me pardonner? La question flotta dans l'air nocturne. Laure réfléchit sur le voyage extraordinaire qui l'avait amené jusqu'ici, du désespoir à l'espoir, de la négociation à l'amour véritable. Comment pourrait-elle refuser à une autre personne la chance de rédemption que la vie lui avait accordée? « Je ne garde pas rancune, Blanche, dit-elle finalement. Le passé est derrière nous. Nous méritons tous la chance de reconstruire nos vies. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Blanche. « Merci. Vous avez toujours été meilleure personne que moi. Il ne s'agit pas d'être meilleur ou pire, simplement de choisir l'amour plutôt que la rancœur. » Quand elles retournèrent, à la fête, Laure aperçut Édouard conversant avec un homme qu'elle reconnut immédiatement, Vincent Barrault. Différent du Vincent arrogant qu'elle avait connu des années auparavant, celui-ci semblait plus petit d'une certaine façon, comme si le poids de ses actions l'avait compressé. Elle s'approcha prudemment, touchant le bras d'Édouard en signe de soutien. Il lui sourit, une communication silencieuse qu'il allait bien. « Laure », salua Vincent avec un malaise évident. « Édouard ? Me racontez le travail incroyable que vous faites à l'Institut Gamma. C'est un travail qui me passionne, répondit-elle simplement. Je disais à Vincent que votre département développe un protocole révolutionnaire pour le syndrome de Goldman-Merrick, expliqua Édouard. La même condition qui a affecté Claire. Vincent acquiesça, visiblement ému. C'est ironique, ma nièce a été diagnostiquée avec une condition similaire il y a 6 mois. Nous sommes désespérés. Pour des options de traitement, la révélation surprit Laure. L'univers avait des façons étranges de connecter les destins. Amenez-la à l'Institut, dit-elle sans hésitation. Nous évaluerons si le protocole peut l'aider. Vincent la regarda avec incrédulité. Après tout ce que je vous ai fait, vous aideriez ma famille? Je ne vous aide pas, Vincent, répondit Laure avec fermeté. J'aide une enfant qui a besoin de traitement. C'est ce que je fais. Cette nuit-là, après l'événement, tandis qu'il retournait à la maison où Claire attendait avec les enfants, Édouard resta pensif. « À quoi penses-tu » demanda Laure, observant son profil, tandis que la voiture glissait dans les rues. « Illuminé de Paris. »« Au cercle » répondit-il énigmatiquement, à la façon dont la vie nous ramène au même carrefour, offrant de nouvelles chances de choisir des chemins différents. « Comme aujourd'hui avec Vincent et Blanche ?»« Exactement. » Édouard prit sa main entrelaçant leurs doigts. « Tu sais ce qui m'impressionne. Comment tu arrives à offrir de la compassion sans sacrifier ton intégrité. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je t'aime chaque jour davantage. » Laure sourit, appuyant sa tête sur son épaule. « La compassion n'est pas une faiblesse. C'est une force, tu me l'as appris. »« Moi ?» demanda Édouard, surpris. « Oui, toi. Quand tu as accepté d'aider Claire sans me connaître, quand tu as décidé de me faire confiance, malgré tout ce que tu avais vécu, quand tu as permis à ton cœur de s'ouvrir à nouveau, même sachant que tu pourrais te blesser. » La voiture s'arrêta devant la demeure de Neuilly-sur-Seine qu'il conservait comme résidence à Paris, bien qu'il passe la majorité du temps à Saint-Tropez. Les lumières accueillantes brillaient à travers les fenêtres et des silhouettes de petite taille pouvaient être vues courant dans le hall d'entrée, les enfants probablement en train de négocier avec Claire quelques minutes supplémentaires avant de dormir. « Nous sommes arrivés à la maison, » dit Édouard, regardant la scène à travers le pare-brise. « Oui, » acquiesça Laure, serrant sa main, « à la maison. » Tandis qu'ils marchaient ensemble vers la porte, Laure réfléchit au voyage extraordinaire qui les avait amenés jusqu'ici. D'un contrat froid et calculé était né l'amour le plus profond et transformateur. De 2 âmes blessées et méfiantes avait surgi une famille unie par la compréhension et le respect mutuel. Le destin, avec sa sagesse mystérieuse, avait transformé la plus improbable des négociations en la plus belle histoire d'amour. Un amour qui non seulement avait guéri d'anciennes blessures, mais avait créé un espace pour de nouveaux commencements, de nouveaux pardons, de nouvelles possibilités. Alors qu'ils embrassaient leurs enfants somnolents et remerciaient Claire, pour la soirée, Édouard et Laure échangèrent un regard qui en disait plus que des mots. Un regard qui reconnaissait non seulement le chemin parcouru, mais aussi l'avenir qu'ils continueraient à construire ensemble. Un avenir
où chaque jour serait une réaffirmation silencieuse du contrat le plus important qu'ils aient jamais conclu. L'engagement d'aimer, non par obligation ou nécessité, mais par la simple et extraordinaire joie d'avoir trouvé l'un dans l'autre le foyer qu'ils avaient toujours cherché. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Édouard et Laure a touché vos cœurs. Pour continuer ce voyage d'émotions, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Trouvez-la ici, en cliquant sur le bouton à gauche. Si ce récit sur la rédemption, la confiance et l'amour véritable a éveillé quelque chose en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre pouce en l'air sur cette vidéo. Tous les jours, nous apportons de nouvelles histoires qui explorent la complexité des sentiments humains et les surprises que le destin nous réserve. Qu'avez-vous pensé du dénouement de cette histoire?